Williams Fire and Hazard Control, une société dont la réputation a fait le tour du monde. Dans notre métier, le feu est fascinant, même pour nous qui le connaissons. Il est majestueux. Il est tel un dragon. Notre mission, c'est de cracher du poison dans sa gueule, pour qu'il en crève. Enseigner aux nouvelles recrues ces préceptes constitue l'essentiel de cette formation. Ça, c'est pour l'intervention en mer. Cet après-midi, on va faire passer aux gars leur dernière épreuve pratique. Ils seront confrontés à des situations similaires à celles qu'ils ont étudiées pendant la formation. Mais cette fois, on a mis en place une simulation à grande échelle. Le scénario est le suivant. Un bâtiment mouille à quai. Un feu se déclare à bord. Il y a pas mal de pression dans le conduit de distribution. Le réservoir que l'on voit ici représente un panneau à plafond, arraché par une explosion. La zone de chargement est exposée et s'enflamme à son tour. Les feux de bateau posent des problèmes supplémentaires. Le carburant est partout et semble ne jamais tarir. Repoussez-moi ce feu! L'eau ne suffira pas. Seuls les produits chimiques, le savoir-faire et la discipline viennent à bout de ces feux. Attaquez-vous à ce trou-là. Ok, c'est bon, arrêtez. Ne gâchez pas le produit. Non, 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 non. Ces exercices sont destinés à former, mais aussi à forger un soldat du feu pour qu'il puisse affronter les incendies les plus virulents. Dwight a sa propre théorie. Pour fabriquer une pierre précieuse, un diamant, il faut de la chaleur et de la pression. Nous, on les confronte à la chaleur et on les met sous pression. Résultat, on obtient un joyau. Si on ne procède pas ainsi, ils deviendront des pierres. Quand ils viennent chez nous, au Tex, ils apprennent dans un environnement sécurisé s'ils peuvent s'acquitter aisément de leur mission sans se blesser ou blesser quiconque. C'est ce que nous apportons de plus précieux parce qu'ils ne pourront jamais s'entraîner dans des conditions aussi proches de la réalité des incendies. Ces hommes aspirent à réussir dans une voie qui a longtemps souffert d'échecs retentissants, d'après les dires de David White, patron du Industrial Fireworld Magazine. Croyez-moi, il y a encore 20 ans, si j'avais eu un feu de réservoir, juste ça, un simple réservoir de 25 mètres de diamètre, ce qui est petit par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, les chances qu'on aurait eu d'en venir à bout étaient proches de zéro. Et si c'était plus grand, 35 ou 45 mètres, il était presque garanti qu'il se consume entièrement. Les feux industriels ne s'éteignaient que lorsqu'il n'y avait plus de carburant. Et la facture était lourde sur le plan économique, écologique et sanitaire. Mais le XXIe siècle voit naître de nouvelles solutions. En août 1999, dans la ville de Waltham au Texas, un pipeline explose. L'incendie fait rage pendant plusieurs jours. Les pompiers de la région sont impuissants. On fait alors appel à des experts qui maîtrisent l'incendie en 3 heures. Au mois de mai 2000, à Eunice en Louisiane, un train chargé de produits chimiques déraille, provoquant un départ de feu dans certains réservoirs. D'autres menacent d'exploser. La ville est évacuée. Mais en quelques heures, les experts éteignent l'incendie. Tout le monde est sain et sauf et la catastrophe est évitée de peu. En septembre 1999, c'est à Wesley, dans l'État de Californie, qu'un éclair met le feu à un dépôt de 5 millions de pneus. Les experts pensent qu'il faudra des mois avant que l'incendie ne s'éteigne. On fait appel à des spécialistes qui achèveront leur mission en 3 semaines à peine. Ces 3 interventions et d'autres encore portent la griffe de Dwight Williams et de sa famille d'experts du feu. On exige plus de sa famille que de n'importe qui. Grâce à ta famille, tu peux décrocher un boulot, mais ta place n'est pas garantie pour autant. Chauncey Naylor fait à la fois partie de l'équipe et de la famille. C'est le gendre de Dwight. Il a rejoint l'équipe en 1900.
96. On dit qu'il faut être prudent en matière de choix. Pour moi, c'était tout vu. Dès que l'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus. C'est cette part de risque qui me motive. C'est une autre discipline. Il faut faire le boulot, mais pas de façon stupide. Il faut évaluer les risques, car il y a toujours un risque. Beau travail, messieurs. Ce qui semblait tenir de l'impossible, Dwight et sa famille l'ont rendu possible. Ils ont développé une technique et une technologie afin de dompter l'ennemi. Mais chaque incendie qui se déclare est un nouveau combat. Chaque mission peut être la dernière. Leurs méthodes sont éprouvées par des feux toujours plus importants et plus dangereux. Parfois, les soldats du feu doivent même payer un lourd tribut. Certains ont perdu des proches ou des amis lors d'interventions. C'est le cas de la plupart des entreprises qui ont la même spécialité que la nôtre. Nous avons eu beaucoup de chance. Nous n'avons eu à déplorer aucun décès, et ce grâce à notre sens de l'observation, notre détermination et parfois notre acharnement. Des images exceptionnelles prises par les pompiers eux-mêmes témoigneront des dangers encourus. La famille Williams met sa vie en jeu. « 26 juin 1999. L'équipe de Dwight est dépêchée dans la ville d'Amelia, en Louisiane. Telle une perforation sur une chambre à air, un puits de gaz naturel soumis à une pression de plus de 700 bars crache des vapeurs explosives dans l'air. Les Williams auront la tâche de chasser les émanations toxiques et de fermer le puits. Avant même d'avoir commencé, un orage se déclare et contraint l'équipe à se replier. Il suffira d'une étincelle pour changer la mission des Williams. Le puits s'est enflammé. Le ciel est devenu orange, pour ainsi dire. Il n'est plus question de dissiper le gaz, mais de lutter contre le feu. On retourne là-bas. Le derrick ne mettra que 18 minutes pour fondre intégralement. Ça ressemblait à un tas de spaghettis à moitié cuits. L'infrastructure est lancée, n'est désormais plus qu'une montagne d'acier fondu. La tige de forage qui était vissée au sol est sortie de son logement et les flammes jaillissent de ce chalumeau géant. Les feux dus à une compression peuvent être maîtrisés de diverses manières. On peut naturellement fermer la vanne, mais sur un derrick de cette taille, il n'y a pas de vanne. Il y a bien un tuyau avec un diamètre de 16 cm, ou de 8 ou 5 cm de diamètre, et que le derrick alimente, mais il n'y a pas de vanne à la sortie du derrick. Dwight et ses hommes doivent trouver une autre solution. Le feu doit être éteint à la source, à l'embouchure du puits, mais avec les décombres, difficile de la situer. L'équipe repousse les assauts des flammes avec une lance dont le débit pourrait remplir une piscine en 1 minute. L'objectif est de protéger les ouvriers chargés de découper l'amas de ferraille entremêlés. Cette bataille de tous les instants se poursuit jour après jour et épuise les hommes qui se relaient 24 heures sur 24. Le bruit était assourdissant. Mais ce qu'il y avait d'extraordinaire, malgré ce grondement, c'est qu'on pouvait distinguer certains sons. On pouvait entendre des tonalités différentes selon que l'incendie se chargeait de substances diverses qui sortaient de la citerne, comme la boue ou l'eau qui modifiaient le bruit de l'incendie. Ce vacarme était si puissant qu'il martelait la poitrine. On avait l'impression d'être entre deux dragsters sur la piste juste avant le départ. Un grondement monstrueux. On communiquait par gestes et par notes manuscrites. Soudain, au 7e jour, c'est la trêve. L'embouchure du puits s'est effondrée, formant une valve naturelle qui retient le gaz prisonnier. L'incendie est maîtrisé, mais les Williams savent qu'ils ne pourront pas compter sur la chance la prochaine fois. Une fois de retour, ils recherchent des solutions aux obstacles qu'ils viennent de rencontrer. Cette quête de perfection est un des secrets de leur réussite. À 32 km de Beaumont, au Texas, se trouve le quartier général du Williams Fire and Hazard Control. Depuis 20 ans, Randy, la sœur de Dwight, est sur un autre front de la lutte contre les incendies. Pendant que les pompiers sont au feu,
Il faut que quelqu'un suffisamment expert en la matière traite avec l'administration, gère les équipes de coordination et les tienne au courant de l'évolution de la situation. Ce quelqu'un, c'est moi. J'adore ce métier. On carbure tous au stress. Mon stress à moi, c'est ça. Le travail de Randy permet à Dwight de se consacrer à sa passion, trouver des solutions pour lutter contre les incendies d'origine industrielle. C'est le but de l'expérience, l'utiliser en mode brouillard. On n'a jamais essayé. J'ai hâte de savoir si ça va marcher. Le feu se nourrit de 3 éléments, d'oxygène, de carburant et de chaleur. Supprimez l'un de ces éléments et le feu s'éteint. Les feux s'expliquent de 2 façons. C'est soit combustible, soit inflammable. Et si c'est inflammable, ça veut tout simplement dire, dans notre environnement quotidien, que tout combustible doit produire assez de vapeur pour qu'il s'enflamme. Prenez le bois de chauffage ou le charbon. Il faut chauffer le bois avant qu'il ne produise une vapeur pour brûler. La dynamique inhérente à ces incendies rend impossible l'usage exclusif de l'eau comme moyen d'extinction. Les pompiers mélangent au jet un agent chimique en poudre qui permet de rompre la chaîne de réaction qui entretient les flammes. Cette substance chimique ne peut agir que si elle atteint la flamme. Problème, cet additif de couleur blanche ne se démarque pas de la couleur de l'eau. Pour mieux combattre ces incendies, Dwight a besoin de savoir où se concentre l'agent chimique lorsqu'il est projeté. C'est ce qu'on recherchait. Lorsqu'on est confronté à de grands brasiers et qu'on est au cœur de l'action, il est difficile de repérer l'agent chimique. Parvient-il là où il doit agir? Dwight et des ingénieurs d'Ensul Incorporated ont ajouté un colorant à la poudre chimique, ce qui a décuplé la précision de leurs interventions. Les améliorations apportées par Dwight n'ont jamais surpris Jerry Craft. Les gens ne s'expliquent pas la réussite de Dwight Williams. Ce n'est pas par magie ou par mystification. Il est à l'écoute des autres. Il sait comment former une équipe. Si on a une bonne équipe, on peut réaliser de grandes choses. Bravo les gars, vraiment. Vous avez cramé? On n'a rien senti. T'as rien senti? Ce type de perfectionnement n'est que la dernière des nombreuses inventions que l'on doit à la famille Williams. Il y a eu la mousse pour étouffer les flammes ou les lances puissantes et sophistiquées. Et d'autres dispositifs high-tech. Autant d'armes mises à la disposition des soldats du feu, jusque-là bien démunis face à leurs ennemis. Les débuts de l'industrie pétrolière aux États-Unis à la fin du 19e siècle s'accompagnent d'incendies gigantesques et difficilement maîtrisables. L'eau n'est plus d'aucun secours. Les incendies alimentés par des liquides inflammables atteignent de telles chaleurs que l'eau se transforme en vapeur. Les pompiers restaient souvent impuissants devant des feux qui ravageaient les champs de pétrole. Pour lutter contre ces incendies, on envisage alors d'influer sur l'alimentation en oxygène. Cette stratégie se révélera efficace. Des expérimentations portent sur des composés de mousse dense et coûteux, capables d'étouffer les flammes. Projeter la mousse à la base des flammes s'avère difficile, jusqu'au jour où un jeune ingénieur s'y attelle. Son génie permettra de développer des dispositifs d'ajutage qui contribueront à sauver des vies humaines et à préserver l'environnement. Cet ingénieur, c'est Les Williams, le père de Dwight, un homme qui fit très jeune son baptême du feu. En 1945, il sert comme marin à bord d'un porte-avions. Les Williams, alors âgé de 20 ans, est le témoin des horreurs de la guerre livrée dans le Pacifique Sud, les attaques kamikazes. Les explosions et les incendies tuent 25 de ses compagnons et en blessent une centaine. Au cours de cette nuit fatidique, Les est brûlé au 3e degré. Il décide alors de devenir pompier. Ses blessures guériront, mais cette épreuve a fait naître en lui une passion qui ne s'éteindra pas et qui changera à tout jamais l'art de lutter contre les incendies. C'est le pionnier, l'inventeur de cette spécialité. Il est le Red Adair des incendies provoqués par des liquides inflammables. Il a transmis ça à mon frère. Quand mon frère combat un incendie, il agit de la même manière. Mon père était un inventeur. C'était le genre de personne qui comprenait ce dont j'avais besoin. Si je voulais telle ou telle chose, il me l'a dessiné sur une serviette le temps qu'on revienne à la maison. Ils se rendaient sur les lieux pour comprendre et voir comment augmenter la puissance des lances qu'on avait. Leur débit était insuffisant.
Ils inventaient des technologies qui amélioraient notre sécurité. Comme le répète souvent Dwight, la meilleure protection face à un incendie, c'est la distance. C'est dans cet esprit que cette technologie est conçue, et c'est ainsi qu'on arrive à contenir ces monstres. Après un début de carrière dans l'industrie du raffinage et du pétrole, Les rejoint l'équipe de son fils, un partenariat qui durera jusqu'à sa mort en 1993. Durant toutes ces années, ils s'attachent à faire des incendies de réservoirs la spécialité des Williams. Le long du golfe du Mexique, des milliers de réservoirs de stockage parsèment le paysage, tous remplis de pétrole brut et de substances les plus inflammables et les plus dangereuses au monde. Jadis, lorsqu'ils prenaient feu, il était presque impossible de les éteindre. Les Williams ont risqué leur vie pour lutter contre cet état de fait. Une fois que la totalité de la surface des réservoirs est en feu, les pompiers sont confrontés à une fournaise qui ne cessera de se rallumer quelle que soit la quantité d'eau pulvérisée. Il s'agit donc d'empêcher les zones éteintes de s'enflammer à nouveau. La stratégie des Williams consiste à projeter un volume ininterrompu de mousse à un angle qui permette la formation d'une nappe destinée à maintenir l'extinction. Tout l'intérêt de cette mousse est de créer une barrière entre le carburant en surface et l'air ambiant. C'est comme si on recouvrait cette substance inflammable d'un couvercle. La mousse fonctionne ainsi. Lorsqu'elle sort de la lance, l'air qu'elle contient lui permet de flotter à la surface. Au fur et à mesure que cette empreinte ou zone se propage, le feu se réduit jusqu'à extinction complète. Mais il existe divers types de feux de réservoir. L'un des plus redoutés est celui qui se déclenche sur le toit flottant. Un toit qui empêche l'accumulation de vapeurs explosives. Mais il a un point faible. Le joint de caoutchouc. Le joint est placé sur les bords qui coulissent le long de l'enveloppe extérieure du réservoir. Il est parfois endommagé et les vapeurs peuvent alors s'échapper. Beaucoup d'incendies liés à ces joints sont déclenchés par la foudre ou l'électricité statique, mais la cause première, c'est la foudre. Si un joint prend feu, c'est un cauchemar. Le joint sert de mèche au carburant et ne peut être soufflé que par une mousse concentrée pulvérisée de façon méthodique. Avant, on montait là-haut et on prenait une autre échelle pour descendre sur le toit flottant qui reposait sur de l'essence ou du pétrole brut. Et puis on éteignait l'incendie. Ma femme avait vu ça à la télévision il y a très longtemps. Je suis rentré chez moi et elle m'a dit « Tu vas pas me croire, mais j'ai vu 2 imbéciles perchés sur un toit flottant. » Je ne lui ai jamais dit que c'était moi. Quand tu reviens, tes chaussures ont fondu, elles ressemblent aux palmes d'un canard. Là, tu te dis qu'il ne faut plus marcher sur une surface qui peut se rompre brutalement ou exploser. Tu te dis qu'il faut réduire ce risque-là. On savait qu'il nous fallait un dispositif qui puisse se fixer sur le réservoir. C'était à l'atelier de jouer. Doug Daspit, qui est également le gendre de Dwight, est responsable de plusieurs équipes qui fabriquent les équipements nécessaires aux pompiers de Dwight. Je reçois une commande de Betty, John, Katie ou de nos bureaux. À ce stade, ce n'est qu'une ébauche sur papier. Mon boulot à moi, c'est de concevoir ce matériel. Les ateliers de fabrication des Williams produisent des équipements vendus aux raffineries du monde entier. J'ai une excellente équipe derrière moi. Il y a les ingénieurs, les opérateurs de machines, les finisseurs, les hommes de métier, les monteurs. Ils s'investissent beaucoup dans la fabrication de ces appareils. Inspiré d'un prototype, Doug Daspit crée en un tour de main un dispositif qui porte son nom, l'engin de Daspit. Cette machine est mise à l'épreuve le 24 juillet 2000, lorsque Williams est envoyé éteindre un feu sur un réservoir de 30 mètres de diamètre à Sealy, au Texas.
Les images filmées par l'équipe de pompiers montrent qu'il est impossible d'envisager de mettre un seul pied sur le toit flottant. Le joint de caoutchouc qui épouse le pourtour de la chape ou du toit flottant avait fondu et le pétrole brut était au contact de l'air. La zone touchée brûlait. Un incendie de ce type peut durer extrêmement longtemps. Dans ces cas-là, on intervient principalement pour préserver l'environnement. On essaie d'éviter l'émission de fumée polluante. La ville avait été évacuée à cause de l'incendie. Il s'était déclenché 11 heures plus tôt. Combien d'heures allait-il nous falloir pour l'éteindre? Chauncey gravit 70 échelons et atteint la plateforme du réservoir de brut qui contient 80 000 barils de pétrole brûlant. Des flammes de 6 mètres de haut jaillissent autour du joint. On a installé le matos là-haut pour projeter la mousse qui s'est déversée pendant 10 minutes, le temps qu'on termine de fixer l'engin de Daspit. Comme vous pouvez le voir, à peine a-t-on dirigé le jet vers le réservoir que le feu s'est éteint en 2 minutes, sans qu'on ait quitté la plateforme. Les Williams ont prouvé qu'il était possible d'éteindre de tels incendies en observant une distance de sécurité. Mais d'autres défis les attendent. Ils devront s'attaquer à un réservoir beaucoup plus important que celui de Sealy. Un test terrible qui allait démontrer le talent de ces spécialistes des feux industriels. 7 juin 2001. Il est 13 h lorsqu'une violente tempête tropicale s'abat sur les côtes du golfe du Mexique. Le Texas et la Louisiane luttent déjà contre les inondations. Ailleurs, d'autres menaces se préparent. Des torrents de pluie ont rompu les joints d'une douzaine de réservoirs. Les toits flottants se sont effondrés et des vapeurs volatiles sont au contact de l'air. Tous les éléments sont réunis pour provoquer une catastrophe. Et le responsable incendie de la raffinerie d'Orion, J.R. Chidester, ne le sait que trop bien. On craint le mauvais temps. On peut aussi craindre l'effondrement d'un toit. On a peur des éclairs qui mettent le feu au joint, mais on redoute par-dessus tout les incendies qui embrasent un réservoir entier. La foudre frappe à 13h30. Le ciel explose à 16 km de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Un feu gigantesque dévore l'un des réservoirs de la raffinerie d'Orion, Norco. La Louisiane est le théâtre d'un désastre d'une ampleur sans précédent, suivi de près par tous les médias. Plus de 80 mètres de diamètre, une contenance équivalente à 300 000 barils de carburant. Jamais le monde n'avait connu pareil incendie. Mon problème, c'était ce feu qui s'était déclaré dans ma raffinerie. Mes patrons attendaient que je m'en charge. Pour une industrie entière, c'est un cauchemar devenu réalité. Le responsable incendie d'Orion comprend très vite que son unité a besoin d'aide. Quelques minutes après le début de l'incendie, le téléphone sonne au bureau des Williams dans le Texas. Randy Williams prend l'appel. Dès que j'ai le client en ligne, je lui pose toute une série de questions. Je l'interroge sur l'urgence de la situation. Je demande aussi si les canalisations sont touchées, si d'autres réservoirs sont menacés, à quelle substance on a affaire, la taille du réservoir et sa profondeur, où se trouve le conduit d'eau le plus proche, de quel équipement le client dispose, de quel type de mousse. Tous ces éléments sont cruciaux. Avant la fin du jour, Dwight sera aux prises avec un démon pour lequel il s'est préparé durant toute sa carrière. L'incendie total d'un réservoir gigantesque. Lorsqu'on a su pour l'incendie à Orion que le diamètre du réservoir a été confirmé, 82 mètres. Tout le monde, tous les professionnels ont compris qu'un tel incendie ne pourrait pas être vaincu. Forcément, c'est inquiétant. La compagnie pétrolière ne veut pas savoir que votre mission sera difficile et périlleuse. C'est justement pour cela qu'on fait appel à nous. Ils n'ont que vous, alors on accepte. J'ai voulu partir tout de suite pour aider le responsable incendie à gérer la situation. Il est 14 h au quartier général des Williams. Randy jauge l'adversaire qui attend son équipe et décide du choix des armes. Je sais à peu près combien de lances il faudra. S'il faut des lances de 12 cm,
S'il faut sortir la grosse artillerie, rien que le type d'incendie me l'indique. En dépit des autoroutes inondées et des aéroports fermés, Randy doit trouver le moyen de transporter hommes et matériel jusqu'à la raffinerie d'Orion, à 300 km de là, en Louisiane. Le bon fonctionnement de chacune des pièces d'un matériel évalué à plusieurs millions de dollars repose sur les épaules de Jason, 22 ans, le fils de Randy. Si l'équipement ne suit pas, on ne pourra pas éteindre le feu. Le matériel doit fonctionner. Les pompes comme les lance-pistolets. Si elles sont défectueuses, c'est de ma faute. C'est moi le responsable. Tout doit être en état. La famille Williams sait que la raffinerie les considère comme son ultime recours. Ces professionnels mettent en jeu leur réputation. Mais la famille Williams joue encore plus gros devant l'importance des risques. Si une catastrophe s'était déclenchée sur le site, s'ils avaient été surpris par une déflagration et que 4 ou 5 hommes étaient restés sur le carreau, ce n'aurait pas été Pierre, Paul ou Jacques, mais un fils, un gendre, un père. Ils avaient beaucoup à perdre. Je ne vois pas comment quiconque pourrait annoncer à Ray-Marie, sa femme, que Dwight a péri dans les flammes, ou comment on pourrait dire à Randy qu'elle ne reverrait plus son fils, qu'il était mort dans l'incendie. Je sais que je peux perdre 2 hommes qui me sont chers, mon frère et mon fils, le même jour. C'est angoissant. Mais en même temps, si ça arrive, c'est que Dieu l'a voulu. Eux n'y pouvaient rien. Partis en éclaireur, Dwight, Chauncey et leur collègue Eric Lavergne foncent vers la raffinerie. Et dans le camion, on examinait notre plan d'attaque sous toutes les coutures. Comment faire? Comment l'améliorer? Pas de droit à l'erreur, pas de seconde chance. Et si on échoue? Je l'ai déjà dit, jamais un réservoir aussi énorme n'avait pris feu. En faisant appel à sa mémoire, Jerry Craft se souvient surtout d'une chose. Avant d'affronter celui-là, je pense que le plus grand réservoir que le Williams Fire and Hazard Control avait réussi à éteindre il y a quelques années avait un diamètre de 55 mètres. À la tombée de la nuit, l'équipe des Williams est aux portes de la raffinerie. Malgré 25 années passées à combattre le feu, Glenn Durham n'était pas préparé à ce qui l'attendait à Norco. C'était un feu énorme, le genre de feu qui vous fascine. Jason a fait une remarque. Je ne vais pas répéter tout ce que Jason a dit, mais il croyait qu'il s'agissait de 2 réservoirs. Je lui ai dit que non et qu'il devait se souvenir du diamètre du réservoir. Toute la journée, les pompiers municipaux et ceux de la raffinerie avaient arrosé les alentours dans l'attente des Williams. L'intensité de la chaleur rayonnante avait consumé des arbres et menacé les réservoirs les plus proches. On est arrivé à 18h30. On a dû attendre que notre matériel soit déchargé par les grues, puis mis en place et que les lances soient posées. Il a aussi fallu attendre les 113 mètres cubes de mousse. En plein préparatif, Dwight apprend du responsable incendie d'Orion, J.R. Chidester, une inquiétante nouvelle. Le réservoir s'était mis à luire d'un rouge cerise. On pouvait voir à travers. On avait essayé de le refroidir, mais il s'était affaissé sur l'arrière, sur le côté nord. On tentait l'impossible pour essayer de maîtriser ce phénomène. On a tendance à vouloir refroidir l'acier des réservoirs en feu. Mais cela ne sert à rien, à moins qu'on soit paré à éteindre l'incendie pour de bon. C'est un leurre, mais c'est une pratique courante chez les pompiers. Cela provoque pourtant un étirement de l'acier qui finira par se rompre immanquablement. S'ils attendent trop longtemps, leur tâche sera compliquée par la déformation du métal. Le réservoir risque de se rompre et de submerger les hommes sous une vague d'essence enflammée. Dwight doit examiner la situation d'un peu plus près. On me disait, tu vas où? Je devais évaluer mon adversaire. Imaginez-vous que le feu est un dragon vivant et furieux au souffle puissant. Pour le tuer, il faut lui fourrer du poison dans la gueule. Mais il faut la trouver, sa gueule. Il faut aussi savoir comment il risque de nous atteindre. Moi,
ou un de mes hommes. Une fois sur place, Dwight nous a réunis et nous a attribué diverses tâches. Il m'a demandé d'évaluer la quantité de mousse disponible sur le site, combien il y en avait en tout et combien de litres. Pour mettre en place les camions à mousse, certains pompiers doivent s'approcher à 30 mètres du réservoir rougeoyant. Quand tu es en camion et que tu passes à proximité, vitres fermées, et que ta combinaison d'amiante fume à cause de la chaleur, oui, tu transpires. Voici le plan de Dwight. Partir à l'assaut avec 3 millions de litres d'un mélange fait d'eau et de mousse. Ma première tâche a été d'organiser les lance-pistolets et de les mettre en place. Dwight et moi, on en a discuté et il m'a indiqué là où il les voulait. Mon rôle principal lors de l'incendie d'Orion était de m'occuper du dispositif avec Jerry Craft. Une fois qu'on était paré, que l'alimentation en eau fonctionnait, on savait qu'on avait la pression et le volume requis et que la mousse était OK, mon boulot a consisté à veiller sur l'une des 2 lance-pistolets mises en place et j'ai regardé Dwight. Je l'ai regardé à l'œuvre. Des douzaines de pompiers de la ville et du site d'Orion joueront un rôle crucial dans les heures qui suivront. Tous assignés aux pompes et à la préparation de la mousse. Il fallait que les pompes soient actionnées pour qu'elles aspirent. On devait avoir la pression nécessaire pour que les lances atteignent leur cible malgré l'éloignement, pour obtenir l'écoulement voulu de la mousse. Tout ça sans aucun repère. On voyait le réservoir de loin et on se faisait une idée de là où le produit tombait, de quelle façon se propageait l'empreinte, et on évaluait les distances. C'est tout un art. À 1 h du matin, tout est prêt pour l'assaut. Personne au monde n'avait jamais tenté d'éteindre un réservoir de cette taille. Je leur ai dit ceci: on n'a pas le droit à l'erreur. On a l'énergie et les ressources suffisantes pour une seule et unique tentative. Écoutez-moi les gars, on a fait notre boulot. Devant nous, on a un réservoir de stockage de 80 mètres en feu et on est venu pour ça, pour étouffer la bête. Et pour ce qui est du talent... Éclairé par la fournaise rugissante, Dwight rassemble son équipe une dernière fois pour leur répéter à nouveau qu'ils sont sur le point de livrer le plus âpre combat de leur carrière. Les gars ont besoin de comprendre à quel moment précis ils devront entrer en scène. Je revois tout le processus avec eux. Ça me permet aussi de me rappeler le déroulement de l'intervention. Je coordonne l'ensemble. Je suis le chef d'orchestre d'un groupe qui doit jouer une note au moment voulu. Qui a des questions? Et maintenant au boulot. On y va. Il ne dispose que de 65 minutes de mousse pour étouffer les flammes. Si la moindre flamèche subsiste après ces 65 minutes, le feu se ravivera pour consumer tout le réservoir. Un échec aurait hanté Dwight Williams pour le restant de ses jours. Nous avions mis le paquet ce jour-là. C'était l'épreuve de vérité. Il nous a donné le signal. On a déplacé le dispositif vers le réservoir. Chauncey a fait de même et on est monté à l'assaut. Une fois le combat lancé et que le manteau de mousse se forme, le téléphone cesse de sonner. On n'a plus qu'à attendre. Impossible de dormir. « 45 000 litres d'eau et de mousse sont envoyés chaque minute vers le réservoir. Sans visibilité possible du réservoir, Dwight se fie à son instinct, avec l'espoir que la nappe de mousse se forme dans les temps.
Il faut garder à l'esprit que le mélange projeté se dépose et qu'il se précipite vers l'arrière du réservoir pour revenir étouffer le feu. Les minutes passent et l'équipe est dans l'expectative. Il nous a fallu environ 11 à 12 minutes avant de voir les flammes vaciller, avant de voir l'incendie diminuer. Ça m'a vraiment beaucoup soulagé de voir que ça marchait. Lorsqu'un incendie faiblit alors qu'il brûlait de toute sa superbe, c'est comme si quelqu'un lui sapait les 2/3 de son autorité à la source. Il décroît d'un coup et il ne reste plus qu'une partie infime des flammes qui résistent. Je suis retourné vers le réservoir et c'est là que j'ai vu qu'on l'avait presque étouffé et qu'on était en bonne voie. En plein cœur de l'action, on assiste à la diminution des flammes. Là, tu te sens vraiment bien. Et puis, 20 minutes plus tard, le feu n'est toujours pas éteint. Tu te mets à douter. Sur le papier, on n'avait aucune chance. Des missions que j'ai effectuées, que ce soit localement ou offshore, toutes relevaient un peu de l'impossible, mais cette fois, c'était vraiment différent. Après 50 minutes de pulvérisation de mousse, les stocks avaient presque fondu et le feu était toujours aussi rebelle. Une menace se profilait, celle d'un réservoir prêt à s'embraser de nouveau. Ce test ultime allait mettre à l'épreuve le talent de Dwight. Il ne subsistait que ça comme flamme. Il a fallu user de toute notre technique pour l'éteindre. Je m'imaginais ce qui pouvait bien se passer dans le réservoir. J'inclinais l'ajutage. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour éliminer ce fantôme sous la nappe de mousse. J'étais au taquet. Chauncey tenait la lance comme un chef, comme je lui avais demandé. « 13 longues heures après que le réservoir ait été foudroyé, les cieux au-dessus de Norco retombent enfin dans les ténèbres. C'est historique. Le plus grand réservoir de pétrole au monde vient de s'éteindre. Lorsque le feu s'est éteint, il ne nous restait probablement que 7 minutes de mousse disponible. C'est assez courant de parvenir à éteindre le feu à la toute dernière minute quand il ne nous reste que très peu de mousse ou un soupçon d'additif. On y est arrivé. Moi, j'étais là, mais j'aurais voulu que toutes les personnes que je connais bien dans le milieu soient là avec moi pour vivre ça, pour célébrer ça et voir notre boulot. On a souvent répété que c'était mission impossible, mais grâce à ce succès, on ne s'est pas gêné pour se vanter. C'était du jamais vu. Éteindre un feu d'une telle envergure nous fait prendre conscience qu'on pèse bien peu dans la balance, qu'on est tout petit. « 65 minutes après l'assaut, Dwight prononce l'oraison funèbre du dragon. Le dernier chapitre se clôt sur une victoire sans précédent. C'était la Coupe du Monde des pompiers. Il n'y a qu'un gagnant de la Coupe du Monde. On joue jusqu'à ce que la victoire soit acquise. C'est pareil pour nous. Je remercie Dieu d'avoir été là, de m'avoir fait participer à ce match. Parce que ça m'aurait torturé pour le restant de mes jours de ne pas avoir été là. On reste près du téléphone. On attend l'appel qui nous dira que le feu est éteint et que les gars reviennent. Après l'effort, le réconfort. Au fond d'une forêt de 40 hectares se trouve le complexe familial des Williams. Ray Marie, l'épouse de Dwight, sa mère Colleen, ses enfants et petits-enfants y vivent tous ensemble.
Il porte sur ses épaules de sacrées responsabilités professionnelles. Il veille à ce qu'on rentre tous chez nous. Il est notre gardien. Nos proches nous accueillent à notre retour et ne nous en veulent pas d'être partis. Ils comprennent l'importance de notre mission. Quand on revient après une journée éprouvante, on sait que les filles nous auront préparé à manger pour nous souhaiter la bienvenue. On peut voir tout le monde, c'est important. On peut tous se regarder dans les yeux et se dire qu'on est vraiment chez nous. Si on est appelé pour un incendie, je sais que ma mère ou ma femme réuniront tous les garçons pour qu'ils prient pour nous. C'est une intention délicate. On les accueille, on les met au repos parce qu'on ne sait jamais quand le prochain feu se déclarera. On ne sait jamais. Entre chaque mission, la famille Williams reste mobilisée. Elle s'entraîne et teste des techniques et du matériel qui feront la réussite d'une profession en constante évolution. On investit beaucoup dans la recherche. Pour la simple raison que notre métier est de veiller sur la vie et les biens d'autrui. Il n'y a pas plus essentiel. Une personne brûlée, ce n'est pas joli à voir. Ça nous rappelle que le feu est dangereux. Ce qui m'a convaincu de rejoindre l'équipe de Dwight, c'était d'une part sa réussite, l'absence de blessures ou d'accidents, et d'autre part, je voulais contribuer à la profession et donner de ma personne. C'était mon objectif. Quant au leader de cette équipe, il poursuit sa quête de méthodes plus affinées et d'armes plus puissantes. J'espère être encore de ce monde lors d'un prochain feu de réservoir. Pour que je puisse veiller sur mes gars et pour voir si les 2 ou 3 trucs que j'ai concoctés sur le pétrole brut et sur la profondeur fonctionnent. L'héritage de Dwight lui survivra. Il a contribué énormément à la science du feu et à l'art de combattre les incendies. Je ne veux pas vous donner l'impression que ce métier est sûr. J'ai juste fait en sorte que le combat soit moins inégal. Lutter contre des feux dus aux substances inflammables, c'est dangereux. On peut ne pas rentrer chez soi. Ce sont des risques qu'on accepte. J'aime le danger. Ça me plaît. Je pense que si je n'avais pas un boulot qui me permette d'affronter le danger au quotidien, je serais malheureux. Il faut tuer le dragon. Il faut vaincre l'ennemi et souffler la flamme. C'est notre métier.